parti très tôt, aux environs de 5 heures du matin, Paris, pour La Haye, où nous attendait Charles Blé Goudé, qui a traversé beaucoup de moments difficiles, mais l'homme, dans son repli stratégique, il réfléchit, il reçoit. C'est dans ces stratégies que nous avons demandé à le rencontrer. Actualité sociopolitique brûlante ivoirienne nous a obligés. Charles Blé Goudé nous a attendus. Il nous reçoit. Nous le recevons pour vous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, cher monsieur. Quand je dis président, c'est dans le cadre du COJEP. Hein? Tout à fait, c'est évident que je suis président du COJEP. Comment il va, le COJEP? Il va bien. Il va comme un parti politique qui est à ses débuts. Et comme les autres partis politiques traditionnels de notre Côte d'Ivoire ont eu le temps de faire leur premier pas comme un bébé, d'être allaités à la sève nourricière de leur idéologie, de partager cette idéologie-là avec les Ivoiriens. C'est une part de marché et chacun essaie de mettre la bonne stratégie, trouver les éléments de langage, trouver le contrat qu'il a partagé, qu'il a tissé avec les Ivoiriens pour prendre sa part du marché. Donc nous allons à notre rythme. Le COJEP se porte très bien. Le COJEP est né dans des conditions difficiles. Oui. Son patron est en prison, la situation politique est tendue, délétère. On a l'impression que le COJEP, ça lui sera difficile quand même de tracer les sillons de son avenir. Non, vous savez que le fromager naît et grandit dans l'humus. Le PDCI n'est pas né, contrairement à ce qu'on fait croire, dans des conditions, je vais dire, de luxe. Foubani a bataillé du syndicat agricole jusqu'à transformer le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, aujourd'hui du PDCI, en parti politique. Ses pères africains l'ont aussi combattu. Les colons l'ont aussi combattu. Le PDCI n'est pas né sur une table d'or. Tout comme le Front populaire ivoirien, de Laurent Gbagbo. Oui, j'ai failli vous dire, mais pourquoi aller prendre un exemple si loin alors que vous en avez un autre sous la main, l'UFPI? Oui, l'UFPI, on m'aurait dit que je parle de la maison de mon père. Donc, avant l'UFPI, il y a eu le PDCI-RDA qui est né dans des conditions très difficiles parce que beaucoup ne le savent pas. À notre génération, il faut enseigner l'histoire de notre pays. Cela me paraît important. Alors, pour revenir au Front populaire ivoirien, c'est dans la difficulté que Laurent Gbagbo a construit le Front populaire ivoirien. Voilà, beaucoup ne vendaient pas sa peau chère. Voilà, donc le COJEP ne se fait pas de complexe. Nous faisons notre chemin et puis nous allons à notre rythme. Il se porte très bien et je voudrais profiter de votre micro pour féliciter mes camarades qui, malgré les difficultés, ont été là, malgré le fait qu'on a voulu discréditer leur leader, qui pourtant étaient dans les braises, ils ont été là, et ils se sont donné la main, ils m'ont couvert, ils m'ont couvé, et puis ils ont cru dans nos idées. Et puis je pense que c'est des jeunes gens, et des hommes et des femmes, de qui je suis fier sur ce plateau. Je ne l'ai jamais dit, mais je suis fier d'eux. D'accord. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à les débaucher. Pour certains. C'est compliqué de transformer les responsables du COJEP en papillons politiques. Voilà, parce qu'ils sont enracinés et ils ne suivent pas Blé Goudé pour ses beaux yeux. Ils sont là et ce sont des gens qui suivent des valeurs. Voilà. Alors, Monsieur le Président du COJEP, ces temps-ci, vous avez traversé des moments difficiles, décès sur décès. Mon équipe et moi, nous vous présentons nos condoléances les plus attristées, mais nous voudrions vous demander comment vous avez géré et comment vous continuez de gérer tous ces cas difficiles, des parents très proches, même père, même mère, en si peu de temps. Comment vous avez vécu ça? Je suis un être humain et je ne vous cacherai pas que j'ai été secoué. Des pères de mes frères, c'est eux qui m'ont élevé. Hein. C'est eux qui m'ont enseigné la vie parce que je n'ai pas connu ma mère. Donc j'ai pratiquement grandi dans leurs mains et 10 ans après, je ne les ai pas vus pendant 10 ans et au moment où une lueur d'espoir était en train de poindre à l'horizon, et puis ils disparaissent comme ça en moins de 4 mois, de 3 mois, je dis. Qu'est-ce qui a dû se passer? Je ne sais pas. Une épidémie? Non. Il y a le virus? Il y a des questions qu'on ne se pose pas, sinon on risque de se donner des maux de tête.
Vous voyez? Et donc, ce que vous ne pouvez pas changer, vous l'acceptez, vous y adaptez. Le fait est que mes frères et sœurs sont décédés. C'est un fait. Et donc, tout cela, je l'accepte. Et voilà, j'ai des douleurs que je dois vivre. Et puis, la douleur, elle est interne chez nous. Oui. Voilà, elle est interne chez nous. Il y a un homme politique ivoirien qui dit que les grandes douleurs sont muettes. Oui, les grandes douleurs sont intérieures, j'allais dire comme ça. Et puis, un leader, c'est comme un poulet. Voilà, les plumes cachent sa sueur. Et donc, moi, comme un poisson aussi dans l'eau. Tout à fait. Et moi, la frontière entre mes douleurs personnelles et puis la douleur que vit mon pays, j'ai établi cette frontière. Et ce que je vis de manière personnelle et familiale ne m'empêche pas de faire face à mon devoir. C'est pourquoi je suis là ce matin. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans cette mauvaise passe. Et puis, je leur dis encore que la meilleure manière d'honorer la mémoire de mes frères et de mes sœurs, c'est de continuer. Parce que mes frères ils croyaient en moi. Ils croyaient beaucoup en moi. Mes grands frères ne m'appellent pas Charles. Ils m'appellent chef. Mes grands frères m'appellent chef. Ils croyaient en moi. Et donc, ils sont partis. Voilà, j'ai fait mon deuil comme je peux. Alors, on va légèrement insister là-dessus. Vous étiez à Paris pour l'inhumation de votre sœur. C'est vous qui avez souhaité qu'elle soit inhumée à Paris, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller en Côte d'Ivoire. Quand on sait que dans votre tradition, il est difficile qu'en de telles circonstances, les corps soient inhumés en dehors des caveaux familiaux. Non, ma sœur, Nathalie, père son âme, était mariée. D'accord. Et dans ma culture, dès l'instant où votre sœur est mariée, le lieu où elle doit être inhumée, au cas où elle décède, ne dépend pas de nous, mais de son époux et de la famille de son époux. La décision de son époux a été que son épouse soit inhumée à Paris. Nous sommes alignés sur cette décision. Et moi, j'ai sollicité les autorités françaises pour qu'elles puissent me permettre d'aller enterrer. Comment ça s'est passé? Comment vous avez procédé? J'ai écrit donc aux autorités françaises à travers le greffe de la Cour pénale internationale. Et puis, elles m'ont répondu, en tout cas favorablement. Elles ont dit que je pouvais aller participer à l'inhumation de ma sœur. Voilà. Avec quel document administratif vous êtes parti, puisque vous n'avez plus de passeport? Ils m'ont établi donc un laissez-passer pour me permettre de partir. Et ils ont dit que je pouvais partir sans garde-corps, sans qui que ce soit. Puis d'autant plus que j'étais libre. Et puis voilà, je suis parti. On a eu l'impression que vous êtes allé sur la pointe des pieds. Non. Sans fanfare, pour ne pas que vous soyez submergé, oui, pour pas que le monde s'agglutine. Ouais. Et pourtant, c'est un moment important pour que ce monde-là vienne vous témoigner leur compassion dans cette épreuve difficile. Et vous êtes parti quasiment sur la pointe des pieds, vous êtes retourné sur la pointe des pieds. Non, mais j'ai une famille à Paris. J'ai ma grande sœur, j'ai mes oncles, j'ai ma grande famille des Kwagrobré, mais des Djibérois qui est à Paris. Et ceux qui étaient mes proches ou mes amis, qui voulaient partager ma douleur et accompagner, ont été mis dans la confidence. Et accompagner ma famille dans cette douleur-là, n'avaient pas besoin que je sois là pour venir témoigner donc leur compassion à ma soeur. Ça ressemblerait à quelque chose de théâtral et de théâtralisé. Donc ceux qui réellement partageaient ma douleur ont été là sans moi pour assister ma famille. Et quand je suis arrivé, j'avais la liste. Ceux-là, je les ai appelés pour dire que j'étais là. Ceux qui avaient besoin que je sois présent pour venir faire du théâtre, je ne les ai pas appelés et je l'assume sur ce plateau. Donc j'étais allé aux funérailles de ma sœur. Je suis ivoirien, je suis africain. Le seul événement où il n'y a pas d'invitation, c'est les funérailles. Je ne suis pas parti à un anniversaire parce qu'il y a des gens qui ont appelé pour dire oui, Charles est venu. Il y en a même qui vous portent des griefs. Oui, il ne m'a pas appelé pour que moi aussi. On n'invite pas quelqu'un aux funérailles. Ou bien ces gens, parce qu'ils ont duré en France, ils ont oublié leur culture. On n'invite pas quelqu'un aux funérailles. Ce n'était pas un anniversaire, ce n'était pas un mariage.
c'était un funérail. C'est quand je n'étais pas là qu'il fallait démontrer à ma famille que oui, Charles n'est pas là, mais nous sommes là avec vous. Il n'y a pas un sentiment de regret à leur égard? Non, pour leur présenter... je suis en colère même. Je suis en colère. Je suis en colère. C'est quand je ne suis pas là que vous devez venir démontrer à ma famille qu'effectivement vous êtes mes amis, que vous êtes avec moi. Je voudrais ici remercier tous mes amis, tous les collaborateurs aussi, qui se sont mobilisés massivement autour de ma famille dans ces moments de douleur. Ceux qui attendent des invitations, je prends acte. Ils vont attendre longtemps. Ça ne regarde que, mais bon, je trouve que c'est méchant de leur part. De vouloir faire croire que je suis allé à Paris et que je ne les ai pas invités, comme si j'étais allé à un dîner gala. J'ai demandé à aller à Paris pour enterrer ma soeur. On me l'a accordé. Je suis resté strictement dans ce cadre. Le temps de la politique viendra. Le jour où j'irai faire la politique, je vais écrire aux autorités françaises pour leur dire, je vais aller dire merci aux Ivoiriens qui m'ont soutenu. En ce moment-là, on fera la politique. Alors, Président Charles Blé Goudé, comment vont madame et les enfants en Côte d'Ivoire? Laissez-moi garder ça pour moi. Vous savez que dès l'instant où vous vous engagez en politique, il faut éviter de trop exposer ou mettre en avant le bonheur ou le malheur de votre famille. Dès l'instant où vous êtes engagé en politique, vous vous engagez à améliorer le quotidien des autres. Vous devenez donc pour les autres. Et votre famille, elle vient maintenant, je veux dire, au plan secondaire. Mes enfants vont bien. Madame va bien. Madame va bien. Et puis, par ricochet, moi aussi. Bien, alors, c'était juste pour vous faire découvrir l'homme qui a traversé des moments difficiles. Maintenant, nous allons mettre le pied à l'étrier dans un autre chapitre. Monsieur le Président, lors du séjour médical du Premier ministre défunt, M. Gban Coulibaly, vous avez produit un communiqué de soutien, de compassion. Et quand vous avez appris qu'il s'était rétabli et qu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire, vous avez réagi. À sa mort, vous avez réagi. Pourquoi vous avez posé ces actes-là? Vous me donnez là l'occasion de dérouler le projet que moi je porte. Faire la politique autrement. Tel est le projet que mon équipe et moi avons décidé de porter. Faire la politique autrement a un contenu. Certes politique, mais aussi culturel. La politique, cher monsieur, on l'a fait pour les hommes. On l'a fait pour améliorer le quotidien des hommes. Mais on l'a fait on dit que pour les êtres, on l'a fait pour les êtres humains. J'en arrive. Alors, lorsqu'elle se déshumanise, on doit en désespérer. Moi, je ne veux pas désespérer de la politique. Je suis ivoirien, je suis africain. On ne souhaite pas la mort à un adversaire politique. Il faut qu'il soit là pour que l'adversité ait lieu, pour que le combat des idées ait lieu. Telle est la politique que moi je porte. Oui, le Premier ministre ivoirien, aujourd'hui regretté, était malade. J'ai vu des gens qui étaient contents. Je trouve que c'est malsain. Je suis de l'école du président Laurent Gbagbo. Humain, humaniste, devant l'éternel. Le président Laurent Gbagbo était en tournée. Nous étions en 1993. Il était en tournée dans le Zanzan en son temps, devenu aujourd'hui le Congo. Quand on a annoncé le décès de Feu Félix Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo a interrompu sa tournée politique et il est revenu à Abidjan. Au moment où les deux héritiers de Houphouët-Boigny se battaient sur le trône, notamment le président Rikonan Bédié et l'actuel président Alassane Ouattara, en son temps Premier ministre, le président Laurent Gbagbo a dit, et je cite, « En Afrique, on ne se bat pas autour d'un cadavre. Honorons la mémoire de Houphouët-Boigny. Ensuite, on verra la suite. » Et le président Laurent Gbagbo est parti dans la pure tradition baoulée, oui, aux funérailles
de l'ex-président ivoirien. Voici un homme politique à qui moi je vais ressembler. Deuxièmement, quand le grand frère de l'actuel président Alassane Ouattara tombe malade à Kong, le président Laurent Gbagbo lui envoie un hélicoptère pour le chercher, pour l'envoyer à la Pisa, pour le faire traiter. Je parle du frère d'Alassane Ouattara. Il était, je crois, député. Bien. C'était son adversaire. Mais il l'a aidé à soigner son frère. Je n'ai pas fini. Quand le président Henri Konan Bédié perd son parent, le président Laurent Gbagbo se déplace en personne et va au domicile du président Henri Konan Bédié pour partager avec lui sa douleur. Ce monsieur-là, c'est à lui comme moi, je ressemblais. Donc, je n'ai rien fait d'autre que d'appliquer ce que j'ai appris. Et ce que je veux prolonger. En prison ou lorsque... Non, lorsque le président Laurent Gbagbo était encore au pouvoir, chef d'État, voici ce qu'il a fait. Et voici ce qu'il nous enseigne. C'est pourquoi, moi, Charles Blé Goudé, j'ai dit aux uns aux autres, oui, je n'ai pas accepté que des gens jubilent parce que l'ex-premier ministre Amadou Gon était malade. Je n'ai pas non plus accepté que les gens jubilent parce qu'il était décédé. Non. Chez nous, excusez-moi, il y a un dicton bêté qui dit Akanegbo Nemozidobabreti. Est-ce que je peux traduire ça? C'est-à-dire, c'est-à-dire mon adversaire, je ne te souhaite pas la mort. Je souhaite que tu sois en vie pour que la bataille des idées ait lieu. Je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas compris cette démarche-là. Que c'est ce que je suis. Je suis humain avant d'être un homme politique. Ça a été beaucoup apprécié parce que ça m'a été remonté que Charles Blé Goudé, qui vit ces moments difficiles, ne jubile pas et compatit. Il a compati du début jusqu'à la fin. Donc là, vous venez de le démontrer que c'est parce que vous êtes un homme humain. Vous préférez que vos adversaires soient en vie pour que la compétition se déroule, mais pas coucher de manière éternelle. Moi, je ne dis pas une chose pour faire le contraire. Je n'attends pas les caméras du monde entier devant des micros pour faire de la récitation. Vous comprenez? Oui. Appeler des gens mes frères et puis les mettre en prison. On ne met pas son frère en prison. D'accord. Voilà. Donc moi, je sais que cela a été difficile pour la famille de l'ex-premier ministre Amadou Gon. Sa famille biologique, ses enfants, son épouse, ses frères, ses neveux, son petit frère Amadou, que je connais, avec qui j'ai fait l'université. Je pense aussi à lui. Je sais que ça a été difficile pour eux. Tout comme demain, si quelque chose m'arrive, comme vous venez de parler de mes parents qui sont morts, c'était difficile pour moi aussi. Avant de juger l'autre, je me mets toujours à la place de sa famille biologique. C'est ça que les autres ne vous ont pas soutenu. Mais ils ne sont pas moi. Voilà, ils ne sont pas moi. Évidemment, moi, quand mes parents décèdent, mes adversaires, ils s'en moquent. Même ceux qui sont supposés être mes partenaires, ils s'en moquent. Mais c'est ce qu'ils sont. Et moi, je ne suis pas comme eux. Voilà, moi, je suis Charles Blé Goudé. Et moi, j'estime que quand on est ensemble pour tout. Même quand on n'est pas ensemble pour les idées, mais on partage au moins cette culture. Ce n'est pas une manière d'étendre la main vers l'adversaire ou le bourreau. Je préfère employer cette expression pour lui dire, je vous demande pardon, je veux passer par cette faille pour que vous ayez pitié de moi et que vous signiez mon retour. Moi, je vous arrête tout de suite. Moi, je n'implore la pitié de personne. Parce que je ne fais pas pitié. Et c'est quand vous me revoyez là, moi, je ressemble à quelqu'un qui fait pitié. Moi, je ne fais pas pitié. Et puis, je ne le dis pas parce que je suis maintenant en liberté. Demandez à mes collaborateurs même qui sont là dans cette salle. Et demandez aux nombreux Ivoiriens qui m'ont visité quand j'étais en prison. Je suis le distributeur automatique du moral. Ils venaient me voir en prison. J'étais toujours debout parce que j'estime qu'on ne m'a pas envoyé pour faire la politique. Donc moi, je n'implore la pitié de personne. J'ai des valeurs pour lesquelles je me suis engagé en politique. Je ferai en sorte que ces valeurs-là dominent un jour. Voilà, c'est tout. Le reste, quand je parle politique, je parle politique. Quand je parle humain-humanisme, je parle humain-humanisme. C'est différent. Alors cet humanisme vous a poussé
allé manifester votre joie quand vous avez appris que M. Ahmed Bakayoko a été confirmé dans ses fonctions de Premier ministre? Non. Vous lui avez adressé un courrier, voilà. Un courrier pour le féliciter. Voilà. Moi, je n'ai jamais manifesté de la joie. J'ai été, je le répète, nourri à la sève politique du président Laurent Gbagbo, qui nous a enseigné qu'on doit faire la politique avec élégance. Les institutions et les individus. Je savais que le RHDP était en souffrance après la mort d'Amadou Gon. J'ai été de ceux aussi qui étaient dans la rue pour que les institutions de la République ne s'écroulent pas face aux armes. Après la mort du Premier ministre Amadou Gon, mon pays a passé près d'une semaine sans même qu'on ait ni un vice-président, parce qu'entre-temps, le vice-président de la République avait démissionné. Le président du Sénat est malade. Malade. Non, malade, oui. Malade. S'il te plaît. Ça me plaît. Voilà. Il était malade, il est parti en Allemagne pour se soigner. Bon, le président de l'Assemblée nationale, jusqu'à aujourd'hui, introuvable. Non, il est retourné à Abidjan. Ok, mais en tout cas, il était introuvable au moment des faits. Et puis, le Premier ministre est décédé. Mais toutes nos institutions étaient orphelines. Et puis, on nomme au moins le Premier ministre. J'ai pris ma plume et j'ai félicité la nomination du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà comment moi je souhaite qu'on puisse faire la politique dans notre pays. Le lendemain, je critique le même Ahmed Bakayoko sur des pratiques. Donc, je n'ai pas exprimé de joie. J'ai félicité. Et vous avez répondu? Non. Je répète toujours qu'il n'est pas moi. Moi, je ne suis pas lui. Quand j'écris, je n'espère rien en retour. Moi, j'essaie de transmettre ce que je possède et ce en quoi je crois. Bien. C'est tout. Alors, lors de son adresse à la nation le 6 août dernier, qui marquait le 60 ans de l'indépendance de votre pays, le président Alassane Ouattara, contre toute attente, a dit comme ça: je suis candidat. Depuis là, comment vous avez, en tant que leader politique, comment vous avez accueilli cette annonce-là? D'abord, je voulais revenir sur les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Et je souhaite que cela soit notre leitmotiv. Faire la différence entre nos rapports entre êtres humains et puis nos rapports politiques. Parce que j'en ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, il y a un mot qui est à la mode dans notre grande famille probable. Dès que vous ne partagez pas une même position sur un sujet donné avec quelqu'un, il a trahi. Et là, en ce moment, vous êtes combattu. Hein? Bon, on vous traite de traître. C'est pas grave. Le seul traître qui est condamné... Si vous n'étiez pas traître, vous ne serez pas parti du FPI pour créer le COJEP. Bon, on ne va pas en revenir. Non, mais moi je vous dis que... Vous voyez... Les gens souhaitent que je sois un traître. Malheureusement pour eux, je suis Charles Blé Goudé. Je ne serai jamais ce qu'eux souhaitent. Et je ne fais pas la politique en fonction d'eux. Et le tribunal parallèle qu'ils ont installé contre moi, pendant que je suis face à un tribunal international, je ne reconnais pas cette autorité-là. De ces personnes qui sont dans leur salon et qui ont défini eux-mêmes les thèmes de légitimité de ce que moi je dois penser, de ce que je dois dire et de ce que je dois faire. Je ne reconnais pas cette autorité-là. C'est la même chose, moi j'étais en prison. Pourquoi il reçoit celui-ci? Pourquoi il ne reçoit pas celui-là? Je reçois qui je veux, quand je veux et où je veux. Et puis je l'assume. J'ai rencontré Guillaume Soro ici. Monsieur Joël Etienne, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? C'est un traître. J'ai reçu Afousi Bamba ici, ici, dans ce même bâtiment. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Samedi dernier, les mêmes qui m'accusaient étaient dans la rue samedi dernier, là, avec Afousi Bamba. C'est faux. Les mêmes qui m'accusaient font aujourd'hui des réunions avec Guillaume Soro et ses représentants. En 2018, je répète toujours que mes collaborations sont dans cette salle. À ma demande, le premier secrétaire du COJEP à son temps, le professeur Ninoubou Yacinthe,
a conduit une délégation à Daoukro pour rencontrer le président Rikona Bédié, lui porter un message de son fils que je suis. Blé Goudé, c'est un traître. Il y en a même une personne qui m'a regardé dans les yeux en prison et me dit toi, c'est Bédié, tu es ton candidat maintenant, tu es un traître. J'ai souri, je lui ai dit madame, moi je ne fais pas la politique avec vous. Voilà. Et puis, aujourd'hui, les mêmes personnes qui me combattaient hier parce que j'avais dépêché une délégation sur le président Rikona Bédié sont trop loin, m'ont même dépassé dans la relation avec Bédié. Vous savez, il n'est jamais payant en politique d'avoir raison trop tôt. Peut-être que c'est ma faute. Le troisième mandat de M. Ouattara. Donc moi, je suis attaché à des valeurs. Je vais à mon rythme. On peut ne pas me comprendre aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris qu'on peut faire la politique autrement, je ne leur en veux pas. Je continuerai de leur expliquer ce que c'est que faire la politique. J'ai fait la politique sur le tard et je suis allé à l'école de la politique. Je suis titulaire d'un DSS en communication politique, s'il vous plaît. Et vous avez été formé pendant 5 ans? Et j'ai été formé pendant 5 ans à l'université de La Haye par le professeur Laurent Gbagbo. Un amphithéâtre où j'étais seul et on avait tout le temps. Bonne note. Bonne note. Tous les jours. Et puis j'ai été à l'école de la vie. Et cette école de la vie qui m'a délivré des diplômes de maturité. Je ne parle pas des diplômes qu'on a à l'amphithéâtre de Léon Robert. Non, c'est l'école de la vie. Pour revenir au mandat du président Alassane Ouattara, je dis toujours le président Alassane Ouattara. Moi, je respecte les institutions. Je peux vous combattre, mais moi, je respecte les institutions. Moi, je n'ai pas été surpris. Parce que j'ai vu tout venir. D'abord, la phase de légitimation de cette candidature. Juste après le décès de l'ex-premier ministre Mandougon, au lieu de le pleurer, certains ministres et certaines autorités proches du président Alassane Ouattara étaient dans la rue. Ils étaient dans la rue. Pour préparer pour demander que le président Ouattara brigue un 3e mandat. À Daloa et dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, des marches ont eu lieu, avec à la tête des autorités ivoiriennes proches du président Ouattara. Le palais de la culture était fermé aux acteurs de la culture. Il a été ouvert. À qui? Au ministre de l'Éducation nationale, Anne-Makandia Camara, pour venir solliciter un 3e mandat. En plein Covid-19, les mêmes qui avaient édité des mesures de distanciation les ont violées eux-mêmes pour un 3e mandat. Donc on les a vus en train d'agir pour faire croire à l'opinion internationale que tous les Ivoiriens dans leur ensemble demandaient un 3e mandat au président Alassane Ouattara. La suite n'a été qu'une logique. Le président Ouattara est venu pour dire, comme on le sollicite, il répond donc favorablement à cette demande. Malheureusement, là, il a confondu le souhait de ses militants au souhait de l'ensemble des Ivoiriens. Et depuis une semaine, je pense que la réponse est claire. Oui, les partisans du président Ouattara souhaitent qu'il soit candidat pour une 3e fois contre les textes de la Côte d'Ivoire, mais l'ensemble des Ivoiriens ne partagent pas ce souhait-là. Donc moi, je n'ai pas été surpris, bien que j'y suis opposé. J'y suis opposé par principe, parce que je n'accepte pas qu'on puisse banaliser et désacraliser la parole présidentielle. Quand on a une autorité d'une haute responsabilité à ce niveau-là, et qu'on réunit le Sénat, et qu'on réunit l'Assemblée nationale avec les députés, et qu'on appelle toute la presse, les rois et chefs coutumiers, dans une salle à Yamoussoukro, dans la maison du père fondateur Oufo-Boigny, et qu'on dit, je donne ma parole, je ne serai pas candidat à un 3e mandat, parce que je veux la paix dans mon pays, et que quelques mois plus tard, pour des raisons, je veux dire, internes à son parti, il prend une autre décision, accepter que moi, je me demande quel modèle nos leaders veulent représenter pour les jeunes générations. Voilà ma position. Elle est moins sur un plan constitutionnel que sur un plan d'éthique. D'accord. Alors, depuis cette date, des manifestations éclatées. Aujourd'hui, nous sommes en vendredi 21. Les femmes marchent à Abidjan. Le président Ouattara a pris un décret pour interdire les marches
et si ce n'est pas dans des enclos, le COJEP est associé ou n'est pas associé? Bien sûr qu'on est associé. Le COJEP est pleinement dans cet élan du peuple. Là où le peuple crie sa douleur, là où le peuple crie justice, là où nos valeurs sont piétinées, le COJEP est présent. La voix du peuple aussi est présente. Donc nous sommes là où nous devons être. Peut-être qu'on n'écrit pas assez fort comme les autres, mais le plus important, ce n'est pas qu'on nous voit. Le plus important, c'est que nous partageons la cause. Il y a des morts d'hommes, hein? Les manifestations, la plupart du temps, ne sont pas encadrées comme de votre temps. On ne sait pas, on a lancé les enfants dans la rue, il y a des morts, bon, il y a des blessés, il y a des dégâts importants, mais on ne sait pas quels sont ceux qui sont au devant et qui encadrent. Blé Goudé, depuis la haine, n'a-t-il pas un regret de ne pas pouvoir former d'autres jeunes pour que si je ne suis pas là, que de tels événements se produisaient? Voilà l'attitude que vous devez tenir. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Moi, c'est la vie qui m'a formé. Ce sont les difficultés de la vie qui m'ont formé. Et j'étais encore trop jeune quand j'étais dans la rue. Mon maître, c'était les circonstances de la vie. Et je suis mal placé pour juger des gens. Je suis trop loin de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quelles circonstances les organisateurs de ces marches-là sont. Je note simplement qu'il y a eu plusieurs manifestations de la même nature à Paris, aujourd'hui à Londres. Il n'y a eu aucun blessé qui était noté. Bien entendu, pas de morts. Pourquoi? Parce que ces manifestations sont donc autorisées, encadrées, et puis les organisateurs viennent, les participants viennent, ils livrent leur message et ils repartent tranquillement chez eux. Malheureusement, dans mon pays, en plus de la police qui réprime, il y a aussi des civils armés des microbes qui ont menacé d'ailleurs ouvertement sur les réseaux sociaux qu'ils le feraient, qu'ils attaqueraient les manifestants. Ils l'ont fait. Et puis c'est comme si on est dans quelque chose de normal. Ce que je dénonce sur ce plateau, c'est cette république à double vitesse qu'on veut nous imposer. Une république où certains sont libres de dire qu'eux, ils vont marcher pour demander donc un troisième mandat. Une république où même demain, une marche, un meeting est annoncé au stade Félix-Houphouët-Boigny, dit-on pour faire une démonstration de force. Et une autre république où les autres n'ont pas droit à la parole. Dès qu'ils manifestent, on dit non, non, ils veulent la haine. Ce que je voudrais dire sur ce plateau, j'ai lu beaucoup de commentaires et j'ai eu beaucoup de coups de fil, des gens qui disent, mais ceux qui sont sortis, pourquoi ils brûlent les pneus? Mais même s'ils brûlent les pneus, ce n'est pas le rôle des civils de les empêcher de brûler les pneus. Nous avons une police que nous payons avec l'argent du contribuable, dont le rôle est d'avoir les moyens conventionnels pour disperser des foules qui, selon eux, ne respectent peut-être pas les lois. Mais il y a une manière de le faire. Quand une opposition annonce une marche, on l'invite à une table, l'autorité compétente discute avec ses organisateurs, et puis un motus vivendi est trouvé. Et puis la manifestation a lieu partout dans le monde quand on n'est pas content. Partout dans le monde quand on n'est pas content. Partout dans le monde quand on n'est pas content, on fait une marche ou une manifestation pour démontrer combien nous sommes à partager une telle opinion. C'est ce qui se passe. Alors moi je comprends. Moi je voulais ici interpeller les autorités ivoiriennes. Les marches, il faut les encadrer. Hier, le RDR n'a pas été d'accord avec l'interdiction des marches. Moi je ne connais pas une seule marche du RDR qui a été autorisée dans le temps et qui a été faite. Le RDA a cassé le stade Félix-Houphouët-Boigny en son temps sous Babo Laurent. Ils ont demandé une marche et un meeting au stade Félix-Houphouët-Boigny. Ils ont débordé et puis après il y a eu des casses. Ensuite, le RDA a bravé tout le temps l'autorité de l'État. Et vous avez je me rappelle. Ces marches ont été réprimées en son temps, M. Blé Goudé. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on réprime des marches. Mais de votre temps, il y a eu des réprimandes. La police aussi a commis des gaffes. Moi, je n'ai jamais été ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire et vous ne pouvez pas m'imputer cela. Je dis, je ne suis pas d'accord. Non, c'est parce que vous dites que monsieur le président Gbagbo est votre père que j'établis ce parallèle. Hein. Oui, je suis en train de dire que en 1998, la Mémé Henri Diabaté et ses collaborateurs avaient été arrêtés sous le régime Bédié. Je suis de ceux qui ont marché pour demander leur libération. J'ai été au congrès du RDR, malgré le fait que j'étais recherché par la police. Nous étions au palais des sports de train civil. J'étais habillé en boubou jaune. Je suis allé. Une semaine après, j'ai été arrêté. Ce n'étaient pas des individus que j'étais venu soutenir.
sont des idées que je soutenais. Le fait qu'une opposition veuille manifester et qu'on empêche, j'ai été de ce combat-là. Moi, je souhaite que ce qu'on réclame quand on est dans l'opposition, une fois qu'on est au pouvoir, il ne faut pas rejeter ça du revers de la main. Il faut qu'on évite à la Côte d'Ivoire une crise préélectorale. Parce que de ce que je constate, en 2011, la Côte d'Ivoire a eu droit à une crise post-électorale. En 2020, la Côte d'Ivoire est en train d'avoir droit à une crise préélectorale. On a les moyens de faire en sorte d'éviter ça à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous ne voulez pas que d'autres locataires viennent vous rejoindre à La Haye? Ce n'est pas mon souhait. Puisque ce qui se passe sur le terrain, s'il y a des grabuges, il y a des morts d'hommes, pourquoi Mme Bensouda va aussi leur demander de vous rejoindre ici? Pendant que vous partez, il faut bien que d'autres vous remplacent. Oui, je l'ai toujours dit, ce n'est pas un honneur pour la Côte d'Ivoire, mais au-delà, pour l'Afrique, de déporter ses fils ici. Je souhaite que le président Laurent Gbagbo et moi, nous ayons été les derniers fils de la Côte d'Ivoire à avoir fait un tour ici, à La Haye. Le reste, nous devons faire en sorte de ne pas fouler aux pieds les fondamentaux de nos sociétés africaines. Parce que les jours pairs, on ne peut pas revendiquer notre africanité. Et puis les jours impairs, on dit oui, venez nous chercher, nous amener à La Haye. Moi, demain, si je suis président, je ferai en sorte de parler avec mes adversaires. Je ferai en sorte de redonner un sens à ce qu'on fait sous l'arbre à Palab. Houphouët-Boigny, il était tout puissant. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il était en de bons termes avec Mitterrand. Et puis, en 1988, il a mené les démarches pour faire entrer son opposant le plus farouche. Mais ce que nous avons vu en 1988, c'était en mars, le 28 mars 1988, que Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire. Reçu par Houphouët-Boigny avec tous les honneurs. Mais après la réception, le président Houphouët-Boigny, tout puissant, ne demande pas au président Laurent Gbagbo, en son temps opposant, de devenir PDCI-RDA. Il savait que c'était son opposant. Il le laisse donc aller vaquer à ses occupations d'opposant. Voilà ce qu'on appelle un homme politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il dit à Gbagbo Laurent, et je cite, je savais que quelle que soit la colère de l'oiseau, il ne se fâchera jamais contre l'arbre. Mais Houphouët-Boigny ne dit pas, c'est moi Houphouët-Boigny l'arbre. Bien qu'en son temps, il avait toute la légitimité de se comparer à l'arbre. Il a dit l'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Voici où commence l'humilité et la grandeur. Gbagbo Laurent, quand il est élu en 2000, il y avait un mandat d'arrêt international contre le président Alassane Ouattara. Il le fait rentrer en Côte d'Ivoire. Nous étions en novembre 2001. Il fait rentrer le président Henri Konan Bédié. Nous étions en octobre 2001. Tout cela accueilli par leurs partisans en masse. Et ils sont restés dans leur chapelle politique. Pourquoi, pourquoi, laissez-moi finir, pourquoi le président Alassane Ouattara veut-il faire exception à toute cette tradition de paix en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Qu'est-ce qu'ils veulent léguer aux générations futures? Et à chaque fois, quand il est assis, oui, Ahmed Bakayoko a fait la prison. Oui, Henri Diabaté a fait la prison. C'est lui qui enseigne la haine. Pourquoi il rappelle tout cela à chaque fois? Pourquoi? Quand moi je suis avec mes enfants, je leur dis, voilà ce qu'il faut faire pour la paix en Côte d'Ivoire demain. Quand je suis avec mes collaborateurs, ils le savent. Je leur dis, nous devons faire en sorte de rassembler de nouveau les Ivoiriens. Mais le premier magistrat de notre pays, il ne manque aucune occasion pour rappeler qu'Ahmed Bakayoko a fait la prison. Mais Ahmed Bakayoko a fait la prison, il a traité Henri Konan Bédié de nabo. Je me rappelle très bien, dans le journal Le Patriote. Et il a été en prison. Ensuite, tous les parents de Séguéla sont venus demander pardon à Henri Konan Bédié. Mais quand Ahmed Bakayoko était en prison, il faut qu'Alassane Ouattara le dise. Qui était son avocat? Vous savez c'était qui? Son épouse actuelle. Un certain Émile Bogadoudou. Ah. Voilà le paradoxe de l'histoire. Il faut enseigner aux Ivoiriens notre histoire. C'est Bogadoudou Émile, père à son âme, qui a été tué par une rébellion que partageaient tous ces autorités-là aujourd'hui. Qui a défendu le ministre Ahmed Bakayoko. Et quand les militants du RDR sont arrêtés, qui va jusqu'au siège du RDR pour demander qu'on n'arrête pas le président Alassane Ouattara en son temps opposant? Un certain Koudou Laurent Gbagbo. Qui arrête Ouattara, mais trouvera sur son chemin. Et Gbagbo Laurent a été applaudi.
Pourquoi ce monsieur et ses collaborateurs qui se sont battus pour que le RDA existe, on le traite aujourd'hui de cette manière? Le monsieur, vous l'avez traduit en justice. Mais non, laissez-moi finir. Parce que cette partie me fait très mal. Vous l'avez traduit en justice. Vous l'avez humilié, lui et son épouse. Vous l'avez traduit en justice. Après l'avoir retenu pendant plusieurs mois à Korogo. Vous savez que le président Gbagbo est arrivé ici à la CPI, mais dans un état piteux. Je suis venu le trouver ici 2 ans après. Un dimanche, il m'a fait asseoir. Mon fils, je vais te parler. Et il m'explique en détail tout ce qu'il a vécu comme douleur, comme maltraitance à Korogo. Mais je n'ai pas dormi les jours qui ont suivi. Ce monsieur-là, la justice internationale l'a acquitté. Il demande un passeport diplomatique auquel les textes de la Côte d'Ivoire lui donnent droit. Le même passeport qu'il a donné à Alassane Ouattara, le même passeport qu'il a donné à la maman d'Alassane Ouattara, perd son âme, on le lui refuse. Toute humilité. Il demande un passeport ordinaire. Il demande un passeport ordinaire. Quand il va à l'ambassade en Belgique, un ancien chef d'État, je suis informé, mais dans des détails que vous ne pouvez même pas imaginer, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Belgique n'ose même pas recevoir le président Laurent Gbagbo dans son bureau. Peut-être de peur. De peur de quoi? D'être sanctionné par son supérieur hiérarchique, le ministre des Affaires étrangères. Un ancien chef d'État qui vient dans les locaux de l'ambassade de son pays. En tant que même simple citoyen, cela est exigé qu'on le reçoive. Et il repart chez lui. Depuis plus d'1 mois maintenant, on dit que son dossier est en traitement. En Côte d'Ivoire, le passeport pour l'établir, c'est 1 semaine ou 2 semaines. Pour ceux qui sont, et le contrat de passeport. Pour ceux qui sont sur place, le contrat de passeport. Moi, je ne voulais pas parler. Vous voyez, il ne faut pas que les gens me fassent parler. Moi, je suis comme la porte. Je vois dedans et je vois dehors. Je suis un sachant vivant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu il y a quelques jours sur le plateau de la télévision ivoirienne le directeur exécutif du RHDP, M. Bictogo, parler d'escadron de la mort. Ils n'ont qu'à ça à la bouche. Sur l'escadron de la mort, connaît-il que la justice française a rendu une décision qui est innocente, Mme Gbagbo et Simone Gbagbo? Je le ramène à cette décision. Deuxièmement, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, Bictogo, il faisait quoi tous les matins dans la maison des États Gros? C'était son ami? Il était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère la sécurité. Donc, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, il faisait quoi là-bas tous les matins? Il allait demander une sécurité peut-être. Mais le contrat de passeport qu'il a obtenu avec son entreprise, Sinedaï, c'est bien des États gros qui le lui accordent. Donc le régime Gbagbo qui le lui accorde. Vous savez, alors, hier a existé, les gens se comportent comme si hier n'a pas été. On était en Côte d'Ivoire ensemble. C'est vrai qu'on ne partageait pas les mêmes opinions. Mais on ne peut pas gérer un pays comme ça, avec son camp, et toujours narguer les autres. Calmons-nous. Calmons-nous. Et on vient de très loin. C'est la responsabilité des autorités de notre pays de faire en sorte de nous éviter un autre traumatisme. C'est à eux de prendre l'initiative. Et ce sera tout à leur honneur. Au lieu de toujours narguer, s'il vous plaît, donnez le passeport du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous en avez? Moi, on m'a pris à l'aéroport d'Abidjan le 22 mars 2014. On m'a mis dans un avion belge pour m'envoyer ici à La Haye, où je suis arrivé à 3 h du matin, sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire aussi au retour. Ils m'ont envoyé ici sans passeport, sans visa. Oui. La justice m'a jugé et m'a innocenté. Donc moi je suis là, moi j'attends. Vraiment, je suis sûr que le retour, bon, au retour, là encore je m'allais chez moi. Oui, mais là,
il se lave les mains. Il dit, bah, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Mais si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir... Moi, je n'ai pas de bagages. Moi, je n'ai pas de démarches engagées. Dans tous les cas, le président Laurent Gbagbo a déjà engagé la démarche. On a dit que son passeport est en traitement. Non, il a fait pour vous deux? Non. Le président Laurent Gbagbo et moi, nous sommes liés. Ah, d'accord. Oh, nous sommes liés. Hein. Nous sommes liés. Nous sommes liés juridiquement. Nos dossiers sont joints ici à La Haye. N'est-ce pas? On a subi un procès ici ensemble à La Haye. On a été acquittés ensemble. On a fait la prison ensemble. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Il est condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Mais on est condamné quand même. À 20 ans en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent. Moi aussi, 20 ans. Son nom est radié sur la liste électorale. Moi aussi, mon nom est radié sur la liste électorale. On est tellement liés. Donc, la démarche qu'il est en train de faire là, le jour où on lui donne son passeport, moi, mon petit bagage est déjà prêt. Voilà. Le jour où on lui donne son passeport, moi, je n'ai pas d'effort à faire. Je vais faire mon petit sac. La Belgique, c'est tout près ici. J'ai dit, bon, président, je suis là. On va à quelle heure? Et puis bon, on va retourner chez nous tranquillement. Excusez-moi. Si moi, je n'ai pas de... Il détend l'atmosphère. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je sais dans quoi je suis. Vous vous appelez souvent? Quand c'est nécessaire, nous nous appelons, oui. Il va bien? Le président Laurent Gbagbo va bien, loin de tous les bruits. En tout cas, moi, je connais l'humain. Je connais Laurent Gbagbo, le monsieur humble. Et le monsieur, voilà, qui a beaucoup de respect toujours pour ses collaborateurs et même pour ses enfants. Le président Laurent Gbagbo, même en prison, quand il veut un verre d'eau, il me dit, Gbapé, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Je dis, mais président, moi, on m'a envoyé ici pour vous servir. Il dit, non. Et c'est toujours comme ça, Gbapé. L'humilité. Gbapé, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ça? Voilà le monsieur que moi je connais. C'est pourquoi je suis attaché à lui. Et j'ai dit, après lui, moi, j'ai fait ma politique comme je peux la faire. Donc, bref, pour répondre à votre question, moi, je n'ai pas fait de demande de passeport parce que le jour où on va donner le passeport du président, le lendemain, moi, je vais prendre pour moi. D'accord. Alors, notre émission tire à sa fin. Avant-hier, le président Ibeka a été chassé du pouvoir par un coup d'État. C'est ce qui vous est arrivé? Qu'il vit? Qu'il a vécu? Non. D'abord, les circonstances ne sont pas les mêmes. Nous, c'est à l'issue d'une élection qui a accouché de 2 présidents que le président Laurent Gbagbo a été mis aux arrêts, bombardé par des forces étrangères, vous le savez très bien. Dans le ciel ivoirien, ce n'était pas des hélicoptères ivoiriens. Voilà. Et c'était une rébellion qui a finalement eu raison de nous avec leur soutien extérieur. Ici, c'est le peuple malien qui descend dans la rue. Et c'est l'armée malienne qui elle-même met aux arrêts le président Ibeka et puis prend donc position pour le peuple malien. C'est carrément différent de ce qui nous est arrivé. Alors, voilà, nous avons été chassés par des forces coalisées, oui. Voilà, au niveau national comme international, pour enlever le président Gbagbo du pouvoir sur le prétexte fallacieux qu'il avait perdu des élections. Mais tout cela est derrière nous. Parlons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parlons de comment nous rassemblons de nouveau les Ivoiriens en tirant les leçons de notre histoire récente. Parce que pour moi, nos calculs politiciens, nos ambitions personnelles ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Alors, on doit penser à eux et faire en sorte de ne plus leur faire subir un autre traumatisme. Tel est mon message. Est-ce que M. Charles Blé Goudé aime les Ivoiriens et aime la Côte d'Ivoire? À ma manière, j'aime les Ivoiriens. À ma manière, j'aime la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne suis pas dans une compétition d'amour. Chacun aime la Côte d'Ivoire à sa manière. Voilà ce que je peux dire. Alors, avant la dernière question, les élections vont se passer d'ici 2 mois. Est-ce que le COJEP, nous avons la chance d'avoir son président fondateur, aura-t-il un mot d'ordre à lancer? En faveur de qui, ce mot d'ordre? Là, vous êtes en plein dans les élections. Moi, je ne suis pas encore dans les élections. Moi, je suis préoccupé par l'atmosphère préélectorale qui nous est offerte aujourd'hui et qui
n'augure pas d'une météo qui rassure. Sur cette base-là, c'est un appel que je lance d'abord à toute la classe politique, mais singulièrement au chef de l'État ivoirien, pour engager sa responsabilité, de réunir les Ivoiriens et les Ivoiriennes, donc les forces vives de la Côte d'Ivoire, autour d'une table, pour poser sur cette table même les sujets qui fâchent. Je préfère qu'on perde des jours ou même des mois pour assainir le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, pour que celui qui gagne puisse gagner dans la paix. S'il gagne dans la paix, il va diriger la Côte d'Ivoire dans la paix. Je lui demande de fermer les oreilles à ceux qui viennent nuitamment lui dire, président, il n'y a rien, on peut y aller. Les autres ne sont rien. Non. On maîtrise la situation. Ça, c'est du déjà entendu. Mais c'est pourquoi, moi, je lance un appel sur cette table, sur ce micro, sur ce plateau. Il faut organiser des assises nationales pour des élections sans violence en Côte d'Ivoire. Il vaut mieux perdre des mois que de perdre des vies. Tel est mon message aux autorités ivoiriennes, surtout. On peut ramener le calme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en a besoin. Nous, ma génération et moi, on ne va pas passer toute notre vie à parler des crises post-électorales. Pour 2011, aujourd'hui encore, de parler des crises préélectorales. Ils ont eu leur temps. Et ils s'en glorifient même. Mais nous, qu'est-ce qu'ils nous lèguent? Ces conflits-là. Moi, je pense qu'avant de parler des mots d'ordre que moi je peux lancer pour les élections, et pour qui? Parce que celui qui va gouverner, il va gouverner qui? Il ne va pas gouverner des cadavres. Il va gouverner les Ivoiriens. Tel est donc mon message. Et je pense que nos ambitions politiques ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Je vois des autorités du pouvoir défiler à la télévision, dire que l'opposition n'a pas d'offre politique. Et donc, eux, ils veulent aller vite aux élections parce que l'opposition n'est pas prête. Je leur demande de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Ils se surprendront eux-mêmes en train de tenir le langage que nous tenons aujourd'hui. Je leur demande d'accepter que nous nous asseyions pour parler. Et on pourra faire l'économie des morts. Que tous les partenaires extérieurs de la Côte d'Ivoire accompagnent cet élan de dialogue. La Côte d'Ivoire s'en portera mieux. La Côte d'Ivoire s'en portera mieux. Le président du COJEP, Charles Blé Goudé, que vous venez d'entendre, d'habitude nous accordons 26 minutes. À Charles Blé Goudé, nous avons fait une extension parce que l'homme, il a mûri. Ses propos sont des propos pédagogiques. Nous sommes venus rencontrer le Charles guéri, mature, qui veut une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire de paix. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus le rencontrer. Qu'il vous plaise, qu'il ne vous plaise pas, nous donnons la parole à tout le monde. Et je voudrais simplement dire que pour une fois, c'est le président du COJEP lui-même qui nous a invités pour que nous partagions ce moment avec lui. Il demande qu'il n'y ait plus de morts, que ce message soit vraiment entendu. C'est pour cette raison que nous voudrons vous dire merci. Et lui aussi lui dit merci de nous avoir reçus ici à La Haye, dans cette belle bâtisse climatisée. Nous sommes en été. Et on a constaté que aux frais du COJEP. Aux frais du COJEP, bien sûr. Nous savons cotiser au COJEP. Voilà. Parce que beaucoup se trompent souvent. Voilà. On a constaté qu'ici, en Hollande, le masque n'est pas obligatoire, mais nous l'avons porté. Jusqu'à présent, un de ses collaborateurs depuis Paris n'a pas arrêté de porter son masque. Alors c'était pour vous dire, pour détendre l'atmosphère, à des moments, Charles Blé Goudé a levé le ton, mais c'était pour que le message passe. Je pense que le message est passé. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir fait le déplacement. Paix à la Côte d'Ivoire.